Quelle est agréable cette odeur du poulet grillé et des frites grasses humant les alentours en ce dimanche midi ensoleillé. Vous avez cette douce impression que cette assiette débordante de bonheur, à quoi vous consacrez la moitié de votre attention, l'autre se portant sur la télévision, vous était servi hier. Pourtant, tout ça est daté. C'était pendant les années Walker Texas Ranger, chaque dimanche sur TF1 après le 13h. Fin années 90 et années 2000, le combo Walker poulet frites, c'était l'association du popcorn et du cinéma. De la baston, des méchants caricaturaux au possible, des scénarios manichéens et une respiration cérébrale où on déconnectait absolument tout. De la détente. Ah non, pas encore, mais non. Ah, d'autant que c'était comme dans Walker, on savait qui allait gagner, alors à quoi bon nous priver de nos bastonnades favorites? Notre héroïque Texas Ranger s'est invité dans le salon de millions de Français, même endroit, même heure, même plat, et en y repensant, on s'en lèche encore les babines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai à mes côtés deux jeunes gens qui ont de la ressource. Charlie, grand fan de Walker, regardez son incroyable t-shirt, a liké la vidéo et il demande si vous aussi. Bon, a priori vous ne l'avez pas encore vu, mais si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à suivre Charlie. Et puis tiens, salon Cheryl qui fut ma première abonnée, maintenant elle prêche pour ma paroisse, merci à elle. J'espère que ses intentions prosélytes porteront leurs fruits. Bon, Walker Texas Ranger, c'est vraiment parti. Quand il fallait aller à la bagarre, il y avait plus cordial que Cordel. Le Texas Ranger Walker, à qui Chuck Norris a prêté sa pilosité vénitienne, a réalisé des centaines de KO tout au long des années 90. Une caméra au four et au moulin pour retranscrire l'action, des bruitages dignes de série Z pour rendre plus spectaculaires les coups de savate administrés par l'homme à l'insigne, et, il faut le dire, une sacrée souplesse pour celui qui avait 65 ans quand il a définitivement remis son Colt. Colt, c'était son nom quand il a rivalisé avec le légendaire Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Cette scène du Colisée est incontournable pour tout amateur du genre. Vous découvrirez une autre histoire qui relie notre gloire américaine au Colt. Un peu de patience. Afin d'apprécier ces scènes de combat d'anthologie, il a fallu un Chuck Norris surentraîné qui s'est consacré corps et âme aux arts martiaux. C'est quand il sert dans l'US Air Force que l'inspirateur des Chuck Norris Facts se lance dans diverses disciplines. Il brille dans le karaté et le taekwondo avant de lancer sa propre école dans sa propre discipline, le Shungkuk-do, un sport coréen qui se base sur le Tang Soo Do, traduction la voie universelle. Petit aparté, l'acteur fut l'un des rares occidentaux à acquérir le titre de grand maître de taekwondo avec un 8e dan. Pour le Shungkuk-do, le Chuck a mobilisé ses connaissances accumulées dans les divers sports de combat pour enrichir sa création et en faire une discipline complète et centrée sur l'autodéfense. C'est aussi pour ça que les gros durs à cuire dans Walker frappent toujours à côté. C'est pas qu'ils sont nuls, c'est pas qu'ils sont maladroits, c'est surtout que notre Cordel manie l'art de l'esquive comme personne. L'école fut l'occasion pour lui de rendre l'appareil à Steve McQueen. L'acteur qui a lancé la carrière de Chuck Norris a été accueilli par ce dernier dans son établissement de combat au cours des années 80. Une discipline née dans les 70s, mais qui a acquis le nom de Shungkuk-do dans les années 90, avant d'être une nouvelle fois rebaptisée en 2015, Chuck Norris System. Vous savez à présent pourquoi Walker paraît tellement plus fort que les Trivette, Gage et au Texas Ranger au combat bien plus tiédas. Puisqu'on va évoquer un personnage enraciné dans le Far West, je vous renvoie à ma vidéo publiée 7 jours plus tôt relative à la série d'époque La Petite Maison dans la Prairie. Qui sait, Charlie Ingalls s'est peut-être rincé le gosier avec Ace Cooper, le ranger du Far West. Lié spirituellement à son descendant Cordell, Ace Cooper est un Texas Ranger de renom qui démarre sa carrière en tant que chasseur de primes. Incarné lui aussi par un Chuck Norris qui devait observer une longue trêve de tondeuse, l'homme a compté dans un journal intime quelques-unes parmi ses plus périlleuses aventures. Cooper apparaît pour la première fois dans l'épisode La Terre Sacrée en fin de saison 3.
Ce sera le cas dans quelques autres scènes rétro, d'autres comédiens se dédoublent pour que le téléspectateur conserve ses repères, pour des questions d'économie évidemment. Si dans un premier temps Walker enquête suite à des charges pesant sur les Cherokees, un peuple autochtone vivant en Amérique du Nord, il s'avère que ces Indiens sont bien plus victimes qu'ils ne sont coupables. Ces épisodes sont l'occasion de se balader dans deux temporalités et de constater du point de vue de Chuck Norris que les tortionnaires d'aujourd'hui sont les mêmes tortionnaires que par le passé. Dans la saison 7, il intervient pour venir au secours d'une jeune indienne enquiquinée par quelques brutes racistes qui voulaient s'en prendre à elle et à d'autres membres de sa tribu. Alors pourquoi Walker Texas Ranger, qui est une série réaliste quand l'action se tient de nos jours, a proposé régulièrement des flashbacks d'1 siècle en incluant au passage quelques ingrédients féeriques? Eh bien demandez au Chuck. Oh c'est tout simple, notre fringant octogénaire a du sang Cherokee par son grand-père maternel et sa grand-mère paternelle. Son père, lui, était d'origine irlandaise, un cocktail explosif qui a fait quelques étincelles à l'écran. Pour Ice Cooper, tout finit bien puisqu'il délaissa les armes pour se concentrer sur sa romance avec Sarah Rose. Oui, dans le Far West également, ils se vouvoyaient les deux là. Entrons pour cette partie dans le produit brut. Plongeons dans un arc violent haletant marqué par un duel façon Rocky vs Drago qui s'est tenu sur 4 épisodes dans la saison 9. Cette quadralogie appartient au début des années 2000. Elle met en scène Nolan Pierce incarné par Michael Ironside, un acteur qui a le regard mauvais et qui finit rarement sur ses membres qu'il se place du côté du mal ou du côté du bien. Tout commence avec une convocation de Walker chez une sénatrice. Très inquiète, elle l'informe que la brigade antiterroriste est décimée par les assassinats de plusieurs agents dont les données confidentielles ont été hackées par un pirate. Ce pirate, épaulé par un petit génie de l'informatique, se fait modestement appeler le président. La sécurité nationale est en péril et on fait appel au service de Cordell pour mettre fin à ce bordel. Voilà 2 jeux de mots sur une vidéo comme quoi ce prénom peut enfin avoir une utilité. Le président est en contact avec de gros poissons du crime et il divulgue au plus offrant les identités de ses agents qui deviennent in fine de la chair à canon. C'est un certain Lazzaro qui revêt le costume de l'effaceur. L'effet à l'écran est impressionnant car le mal se répand partout et les forces de l'ordre paraissent bien impuissantes. Une fois que Walker met les mains dans le cambouis, il remporte une première bataille en disposant de Lazzaro après un combat rudement mené. C'est alors qu'il prend les commandes des écrans et prévient le président que leur affrontement est inévitable. J'y travaille en tout cas. Et je pense qu'on se verra bientôt. Nolan Pierce concentre alors son action sur ce rival qui avance à visage découvert. Dans l'ultime partie, il tend une embuscade à Alex qu'il kidnappe avant d'attirer le Texas Ranger dans une maison en briques. Lorsque le président croit gagner son bras de fer avec le Ranger, il lui témoigne une marque de respect en lui adressant ces quelques mots. Vous avez été un adversaire de taille, Walker. Je respecte ça. La vraie grandeur d'un homme se mesure aux ennemis qu'il se fait. Le pirate a placé une bombe et Walker a 2 solutions. Il laisse sa femme mourir et pourchasse ce criminel, ou bien grand seigneur, il reste à ses côtés jusqu'au bout. Mais c'est mal connaître Walker qui déteste rester assis les bras croisés. Il se saisit de son tabouret et l'envoie en direction du président avant de réussir un coup de pied circulaire qui lance les hostilités. La petite déception, c'est cette bagarre. 4 épisodes pour parvenir à ce mano à mano qui durera à l'écran 40 secondes. Bon, et une fois de plus, Michael Ironside ne maintiendra pas son personnage en vie. Néanmoins, ce méchant et cet arc narratif restent parmi les plus marquants de la série diffusée sur CBS. Quelques autres des ennemis phares de Walker, citons les exécuteurs, un binôme de policiers qui, avant Dexter, tue des individus qui selon eux passent entre les mailles du filet, sauf qu'il tue un ami du Texas Ranger qui était bel et bien innocent. Plus sombre, Randy Schrader, fait penser un petit peu au Tortue Ninja, qui a fait la guerre du Vietnam aux côtés de Walker avant de trahir son drapeau. Pour le coup, le face-à-face final entre les deux hommes vaut vraiment le coup d'œil. Il a beau avoir des origines amérindiennes et européennes, Chuck Norris est un américain pur jus. Peut-on faire plus USA que Walker Texas Ranger dans les années 90, avoir une incarnation plus nationaliste que l'acteur ayant rejoint l'armée à ses 18 ans pour servir en Corée du Sud? L'association Norris-Walker c'est une mainmise sur la culture américaine durant cette décennie. CBS organise un crossover avec un autre expert des arts martiaux, Sammo Hung, qui joue son propre rôle dans Le Flic de Shanghai. Diffusé sur M6, elle a donné lieu à des scènes de combat mémorables, qu'il se déguise en Père Noël, qu'il porte une bombe l'obligeant à être toujours en mouvement. Sammo Hung a toujours rivalisé d'imagination pour montrer des chorégraphies différentes. Citons en 1999, alors que Walker était en fin de parcours, la série Le Successeur. Chuck Norris et son frère Aaron Norris créent une série dérivée mettant en vedette 2 personnages apparus dans Walker Texas Ranger. Le successeur en question est censé être James Wolsek, mais le successeur ne dépasse pas les 6 épisodes pour des questions budgétaires.
C'est peut-être un rare contre-exemple venant égratigner la légende Chuck Norris. Par ailleurs, les sitcoms Friends puis The Big Bang Theory font référence à la série d'action, et d'autres univers l'investissent à l'instar du catch américain. Hulk Hogan, décédé cet été, qui est peut-être la personnalité la plus influente de tous les temps dans sa discipline, a investi une aventure de Walker Texas Ranger. Mais avant cette participation, Chuck Norris est apparu au Survivor Series 1994. Cet événement proposé en fin d'année par la WWE a vu à l'époque l'acteur venir en aide à un autre personnage habitué au chapeau, un certain Undertaker. Pour ce faire, Chuck Norris a envoyé un coup de savate au manager du sumo Yokozuna. Si cette séquence ne condense pas la vie et la carrière de l'acteur, vous l'avez compris, Chuck Norris met les pieds où il veut, et c'est souvent dans la gueule. Si vous avez suivi les précédents dossiers de TV Files, qu'il s'agisse de Miami Vice ou de La Petite Maison dans la Prairie, j'aime bien remonter le ton et jouer un court instant aux profs d'histoire. Nous nous sommes intéressés à Walker, aux arts martiaux chers à Chuck Norris, au Far West ou encore au président. Finissons avec un petit mot des Texas Rangers qui ont fêté le 17 octobre dernier leur 190e anniversaire. Si l'interprète de Walker à la télévision a obtenu son étoile au Hall of Fame, Samuel Hamilton Walker, un Texas Ranger de la première heure, a été intronisé au temple de l'agence gouvernementale basée à Austin. Ils ne sont que 35 à avoir reçu cette distinction, on dit souvent de lui qu'il est le vrai Cordell Walker. Très loin de la longévité d'un Chuck Norris, Samuel est mort à 30 ans dans des circonstances qui n'ont pu être établies avec certitude. Je vous ai parlé plus tôt dans ce dossier du lien entre Walker et le Colt. En 1847 est sorti le Colt Walker, conçu par Samuel Colt en 1 millier d'exemplaires pour répondre à une demande du Texas Ranger. Ce joujou pesait 2 kg et a longtemps été la référence dans le marché des armes à feu. Les Texas Rangers en sont encore à leur balbutiement quand Samuel rejoint leur rang. A la base, ils sont une dizaine d'individus qui reçoivent une mission on ne peut plus claire, faire corps à la frontière texane pour contrer l'irruption des Amérindiens. Jusqu'en 1845, les Rangers sont affiliés au Texas qui est alors indépendant. Quand l'État est annexé par les États-Unis, les miliciens ont des fonctions plus officielles, ils sont structurés et doivent rendre des comptes sur leurs actions. Dans les années Ace Cooper, fin 19e siècle, les Texas Rangers traquent les voleurs de bétail et ceux qui sectionnent les clôtures pour commettre des larcins. Lors du siècle suivant, la légitimité des militaires est remise en cause après 300 exécutions arbitraires de Mexicains lors des simulacres de procès. S'ils collaborent pour faire appliquer la prohibition sur laquelle un certain bandit balafré fit son beurre, ils connurent jusque dans les années 40 d'autres changements de statut. Puis vint l'éclosion de la célèbre série de Lone Ranger qui redonna dans les années 50 ses lettres de noblesse à une organisation qui avait lourdement entaché sa réputation. Une évolution, que dis-je, une révolution en 1993, alors que les effectifs se réduisent à peau de chagrin, pour la première fois 2 femmes intègrent les Texas Rangers en qualité d'agentes. Ils sont alors une centaine de membres. D'abord miliciens, les Texas Rangers de nos jours ne sont pas tant des hommes et des femmes de terrain, mais bien des enquêteurs. Effectivement, dans la série de CBS, on ne les voit pas systématiquement activer leur cellule grise, mais leur rôle est bien de confondre des délinquants et des criminels, et non leur proposer des street fights aux 4 coins de l'État. Je ne sais pas vous, mais cet épisode m'a mise en appétit. Ah, vivement dimanche pour aller enfourner le poulet, se gratter la tête après cuisson sur la partie qui nous intéresse le plus entre l'aile et la cuisse, puis cette peau croustillante qui n'a d'égal que les frites que l'on trempera dans la sauce de notre choix. Sans oublier la pincée de sel qui fait toute la différence. Pour le 7e dossier de cette chaîne, je vous donne rendez-vous avec un homme aux mimiques inimitables. Après un américain de chez américain, voici un pur british en la personne de Mr Bean. On reste dans les 90s pour évoquer un humour décapant mais qui ne fait pas consensus, malgré le statut de série culte acquis par la comédie diffusée sur ITV. Merci de vous être mis à table à mes côtés et donc à très vite pour de nouveaux gueuletons d'époque, car sur TV Files, le bonheur est antérieur.